TCQ, un épisode spécial. Je sais combien de Jonathan. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Jonathan Papin. Donc, moi, je suis actuellement conseiller technique chez Celebrate, là, une compagnie qui se spécialise dans les logiciels d'analyse en informatique judiciaire. Donc, je travaille dans le forensic depuis 2011, là, donc quand même un certain nombre d'années d'expérience dans le domaine. Absolument. Donc, effectivement, tu as un peu dévoilé ce qu'on va parler. On va parler du forensic. On va l'aborder sous l'angle d'une personne nécessairement qui veut commencer dans le sujet. Fait qu'on va voir les différents éléments essentiels à maîtriser, notamment les définitions, parce que c'est très important de parler des bonnes choses puis de parler d'avoir le même vocabulaire. Fait que je vais te laisser commencer avec ça. Puis, comme d'habitude, je vais poser mes questions au fur et à mesure. Yes, ben effectivement, je pense que c'est bien de commencer par la définition. Donc, on entend le forensic, donc l'informatique judiciaire, les forensic science, ça inclut, on parle de la balistique, les projections de sang, ce genre de trucs-là, mais la preuve numérique là, qui vient se rajouter à ça. Donc, le mot forensic qui vient du latin là, forensis, là, qui est, bon, il y a différentes définitions. Là. Forcément, le latin, c'est un peu ésotérique, là, mais tu sais, on a forum, discussion, avocat. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que les sciences forensiques, c'est amener de la preuve scientifique devant un juge, là, finalement. Donc, amener de la preuve scientifique, c'est ça qu'il faut retenir parce que quand on fait du digital forensic, on fait pas des TI, on fait de la science. Fait que ça, il faut vraiment garder ça en tête. Là, on fait des TI, par exemple, on développe une fonctionnalité ou on règle un problème ou on installe un service. À la fin de la journée, il y a quelque chose qui marche. Quand on fait du forensic, c'est pas ça qu'on fait. On est même anti-agile parce que notre livrable, c'est que du papier. À la fin de la journée, il n'y a rien qui marche. On livre des rapports, des explications. Fait qu'on on travaille avec la technologie, mais on ne travaille pas en TI au même sens qu'on est habitué de l'entendre. Ouais, en général, c'est une confusion que les gens en font. Puis, un peu à cause de CSI, notamment, un peu de sexiness qui est apparu autour du forensic. Et les gens ne comprennent pas à quel point c'est pas des, justement, comme tu le dis, c'est pas des TI, c'est complètement d'autres choses. Et ça a d'autres prérequis, d'autres exigences et beaucoup d'autres éléments qui sont très, très différents, là. Oui, et puis un élément qui est très important là, quand on fait de l'analyse en informatique judiciaire, c'est vraiment la communication. Parce que forcément, il faut comprendre la technologie parce que c'est ça qu'on analyse, mais par la suite, il faut communiquer nos résultats. Puis c'est là où, même si on a la meilleure expertise du monde là, pour comprendre la machine, si on n'est pas capable de communiquer les résultats de notre analyse, ben, ça aura servi à rien finalement. Là. Donc, ce volet-là, être capable de vulgariser, être capable d'expliquer pour que les gens le comprennent. Puis, tu sais, on revient un petit peu à qu'est-ce que c'est la communication. Puis, dans des dossiers comme ça, les gens ont un biais cognitif là, tu sais, qui est très, très fort parce qu'ils sont émotivement impliqués. Fait qu'ils ont envie d'entendre quelque chose beaucoup, beaucoup. Fait que là, si on leur explique, puis on est un petit peu... c'est un peu nébuleux. Là. Ça se pourrait qu'ils autocomplete qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre avec ce qu'on dit. Puis là, ça devient dangereux. Fait que la communication, c'est super important. Il y a une des choses que j'aime dire, là, c'est on évite les qualificatifs, dans le fond. Tu sais, on y va plutôt avec des descriptions qui sont le terme m'échappe. Fait que c'est un peu dommage, mais tu sais, on va pas dire beaucoup, par exemple. C'est parce que ça, c'est ouvert à interprétation. On est mieux d'y aller vraiment avec le chiffre. Là, tu sais. Ouais, de ça, on va aller vraiment du quanti, non du quali, là. Fait qu'on va aller vraiment en quantitatif, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des appuis numériques, notamment, comme tu mentionnes, ou des éléments comme ça. On ne parlera pas de choses spectaculaires, mais on va parler de choses plus standards et de plus conventionnelles. On va moins enfler le vocabulaire associé, là. Effectivement. Fait qu'on veut généralement tu sais, être capable d'expliquer pour que ce soit clair avec le moins de mots possible. Tu sais, souvent, c'est des exercices qu'on peut faire. Là, ceux qui ont étudié, par exemple, en gestion, là, qui ont fait des notes de gestion dans leur MBA, là, on est en plein là. Il faut passer le message avec le moins de mots possible pour être sûr qu'il y a le moins possible d'ambiguïté. Oui, puis que la personne le lise aussi, puisque ça aussi, c'est un défi. Là, tu parles de notes de gestion. Ma vie a fait une bonne partie de ma vie, ça a été de ça, de réussir à vulgariser un gestionnaire le contexte technologique pour qu'il prenne une décision éclairée. C'est dans ce même optique-là qu'il faut réussir à véhiculer le message, hein.
Ah, exactement. Puis, tu sais, je parlais un petit peu plus tôt, là, tu sais, ça prend, bien évidemment, la communication, c'est pas tout. Il faut être capable de comprendre les systèmes là, pour lesquels on analyse. Fait que généralement, on fait affaire avec tu sais, des gens qui ont un gros bagage en technologie, là, parce que même si on est ultra spécialisé en méthodes scientifiques, mettons, là, tu sais, on a discuté, analyser les systèmes avec lesquels on fait face. On va souvent voir, par exemple, des gestionnaires réseau, mettons, un admin AWS, on va dire, très chevronné. Puis là, il va être exposé à un moment donné à un incident sur un environnement qu'il connaît. Fait que là, lui, on le voit comme un expert dans ce domaine-là, puis on va lui demander de nous aider à savoir, OK, est-ce que tu es en mesure d'analyser ce qui s'est passé? Puis c'est un peu là où les gens vont être exposés parfois à ça un peu plus tard, on va dire, dans leur carrière. Je dis pas que c'est impossible de commencer notre parcours en se disant, moi, c'est sûr, c'est du forensic que je veux faire dans la vie, puis se lancer là-dedans, mais il y a quand même une porte d'entrée un peu difficile. Déjà, en sécurité, c'est difficile en général, là, être un junior puis faire sa place. Là, puis en forensic, c'est un peu pire, je dirais. Puis, je ne veux pas décourager personne, là, mais c'est important de voir les choses comme elles sont. C'est un milieu où tout le monde se fait qualifier d'expert. Là. Moi, je pense au meme de Oprah. Là, lui, c'est un expert, lui, c'est un expert. Tout le monde est un expert. Fait que, quand tu es junior là-dedans, est où ta place à toi? T'sais? C'est quand même difficile. Là. Puis c'est là où l'expression dress for the job you want, c'est faut que tu te présentes le matin en se disant moi, je travaille ma crédibilité, je travaille mon éthique, je travaille mon professionnalisme. Tu deviens quelqu'un en qui on a confiance, puis c'est là que tu es un candidat intéressant pour aller faire du forensic parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est dans une situation difficile, puis il se dit j'ai vraiment besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance parce que c'est un peu ça qui est intéressant, c'est qu'on va engager les experts pas pour ce qu'ils sont capables de faire, mais pour ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Tu sais, comme par exemple, on voit à télé, exemple, un conflit armé international, puis on va interroger un expert en renseignement militaire, on va dire. Peut-être que lui, tu sais, ce conflit-là en particulier, il le connaît pas, tu sais, parce qu'il est à la retraite, on va dire. Mais on sait que dans le passé, il était vraiment bon là-dedans. Fait que lui, il a une opinion qui est meilleure que la mienne, dans le fond, que moi, je connais pas ça. Fait qu'on lui demande à lui, parce qu'on sait que dans le passé, il a déjà été bon. Fait que c'est un peu là-dessus. On travaille vraiment notre réputation, puis on veut vraiment construire ça le plus possible quand on a l'ambition de s'en aller dans le forensic parce qu'on est engagé pour ce qu'on a déjà fait. Oui, il y a beaucoup de ça. Puis moi, je suis plus du côté de la gestion des incidents, puis c'est la même chose. La vitesse de réponse est égale à l'expérience qu'on a. Il y a des choses qu'on a déjà vues, qu'on est capable de déduire rapidement. Et on revient à ce même genre de choses-là. En gestion d'incident, on essaie de balayer le problème le plus vite possible. Forensic, c'est pas tout à fait le même objectif. Là. On n'est pas tout à fait dans la même zone, mais on est un peu dans les invoqué à peu près dans les mêmes moments pour une organisation. Là. Non, ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup, ça va quand même de pair, là, la réponse aux incidents puis le forensic dans certains. C'est plus difficile des fois, par contre, là, quand on va dire on essaie d'apporter l'analyse à une réponse aux incidents parce que, par exemple, les victimes qui sont des grosses entreprises, généralement, on dit ah, c'est long, je veux que ça aille vite. Est-ce que je vais prendre le temps qu'il faut pour préserver la preuve? Fait qu'il y a quand même il faut bien qu'ils soient conseillés, ces gens-là, là, pour être en mesure de comprendre l'importance de oui, c'est sûr que je te rajoute quelques heures d'attente. Là. Mais je pense que les lois là, de plus en plus présentes sur si tu ne sais pas quelles données ont été affectées, quel client appartenait à ces données-là, etc., ça devient de plus en plus réel, on va dire, là, pour les entreprises. Là. Non, il faut le faire, l'analyse, il faut comprendre ce qui s'est passé. Même si malheureusement, la plupart du temps, dans les dossiers de réponse aux incidents, ça ne mènera pas à un cas en judiciarisé. Là. On n'ira pas en cours. Là, si, par exemple, tu as un ransomware qui vient d'un pays étranger, c'est plate, mais les recours, ça s'arrête assez rapidement là, versus si c'est un cas qui est vraiment judiciarisé, donc deux parties qui se poursuivent, on va dire, puis on commence, puis on est déjà dans le légal. La perception du temps qui est justifié de mettre pour l'analyse n'est pas la même. Là. Oui, tout à fait. Puis c'est ça. Puis la différence dans la gestion d'incident, c'est que gérer un incident, c'est éteindre l'incendie. Forensic, c'est pas d'éteindre l'incendie, c'est de comprendre pourquoi l'incendie a existé. Il faut faire attention. Puis j'ai eu des cas où on a effacé des preuves, pas parce qu'on était de mauvaise foi, mais parce que le feu a fait que on a tout balayé au passage. Puis là, quand le forensic est passé après, on s'est fait un peu chicaner parce que on aurait dû faire les choses autrement et on aurait dû impliquer le forensic beaucoup
tôt dans le processus de gestion d'incident, justement pour que la conservation de la preuve se fasse, parce qu'en gestion, en gestion d'incident, c'est de revenir le plus vite possible à l'état normal. Quand le forensique, c'est de comprendre la cause racine, généralement, pour arriver pour les organisations, même si ce n'est pas judiciarisé, au moins pour connaître, voir s'il n'y a pas d'autres traces ou il n'y a pas d'autres éléments qui sont présents dans l'organisation. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, même quand on fait tout ce qu'il fallait faire pour la préservation, c'est plate, mais on n'a jamais vraiment tous les morceaux du puzzle. Tu sais, quand on fait l'analyse, il va toujours avoir des zones d'ombre. C'est sûr que c'est mieux si on n'a pas effacé accidentellement, là, mais on a rarement vraiment une histoire au complet. Là. Tu sais, on a tout le temps un petit peu des trous qu'il faut aller un peu combler. Là. Une chose qui est intéressante aussi à apporter, c'est que des fois, on entend dire, quand on fait, par exemple, des rapports, il faut qu'on parle seulement des faits. C'est pas faux, là, mais c'est pas non plus vrai. Dans le sens où la mission d'un témoin expert, mettons, c'est d'amener aussi son opinion. On revient un petit peu sur ce qu'on disait. On parle à un expert en conflit international. Il ne sait pas, lui, il n'est pas impliqué dans ce conflit-là, mais il a une opinion, puis c'est intéressant parce qu'il connaît le sujet. Fait que c'est un peu la même chose. Quand on va être appelé à un moment donné, on va dire à témoigner dans un cas qui a été judiciarisé, on va nous demander notre opinion basée sur les faits qu'on a vus, mais des questions qui pourraient être potentiellement hypothétiques. C'est ce qui fait qu'il faut combler un petit peu des fois ce qui va nous manquer, en faisant attention, bien entendu, à ce qu'on dit, là, parce qu'on peut, on peut faire face à d'autres experts qui vont essayer de contredire, pas nécessairement ils essaient pas de contredire, c'est pas ça que je voulais dire, mais qui vont apporter une vision différente qui va venir nous challenger un petit peu sur notre interprétation. Là. Ce qui rend vraiment le choix des mots qu'on utilise très important. Notamment, puis si on va dans le contexte de judiciarisation, donc dans un contexte d'adversité dans l'opinion de l'expert, justement, puis c'est très difficile, sans l'avoir été, parce que j'ai jamais été témoin expert, puis c'est pas dans ma talle. Mais cela étant dit, pour avoir vu dans un contexte judiciarisé avec des avocats et des juges, faut être prêt. Faut que les hypothèses soient solides, robustes et puissent résister justement à ce que tu dis, au contre-interrogatoire ou dans un contexte d'adversité dans l'émission de l'opinion de l'expert. Contrairement à celui d'un conflit international, généralement, il n'est pas contredit. Il y a juste le plaisir de parler avec le journaliste qui l'interviewe. Dans le cas d'un contexte judiciarisé, là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a des parties opposées qui veulent démontrer des choses qui, généralement, sont contraires. Exactement. Puis c'est pour ça que la préparation, bien entendu, c'est très, très, très important. Donc, par exemple, on le sait que c'est un dossier qui est judiciarisable. Là, on a un rapport qui est prêt. Les rapports, souvent, ils contiennent de l'information qui est quand même protégée. T'sais, on ne peut pas là, discuter du contenu de notre rapport, mais quand on le redonne au client, il faut le voir comme s'il était publié dans le journal. Il faut se penser, ce rapport-là, toute la planète va le lire puis va essayer de trouver qu'est-ce qui n'est pas correct dedans. Fait qu'avant de le remettre, c'est super important de bien entendu le réviser, mais aussi de demander l'aide de ses collègues là, qui sont sous le même NDA que nous autres pour dire, OK, joue le rôle de la partie adverse puis essaie de me challenger. Fait que là, ton collègue en qui tu as confiance, qui est aussi bon lui aussi, fait que là, il va tout trouver les petits bouts qui sont un peu plus faibles, on va dire, dans ton argumentaire, puis il va essayer de te poser des questions pour lesquelles lui, il pense que tu n'as peut-être pas les réponses. Ça va te préparer vraiment à faire face à l'adversité, comme tu disais. Peut-être qu'il y a des choses que tu vas être obligé de changer dans ton rapport parce que tu vas réaliser, ah ouais, hein, c'est vrai que quand j'étais seul devant mon papier, ça faisait du sens, mais à cette heure, comme challenge, je suis plus sûr finalement. Fait que, tu sais, cette préparation-là est vraiment, vraiment importante. Ça, c'est quasiment un jeu, on va dire. Il y a moyen de le faire là, sans que ce soit des vrais dossiers avec des données secrètes. Là, c'est des joutes argumentaires, finalement. Il faut être bon à répondre à des questions qu'on n'avait pas prévues. Là, c'est là-dessus qu'il faut se pratiquer. Oui, puis cet aspect-là, puis là, on glisse un peu sur le témoin expert au passage. C'est une zone qui est particulière parce que tu parlais du fait que des TI, du forensic, c'est deux choses. Ben, de cet aspect-là aussi, le fait d'aller en cours, de fond, d'être capable de communiquer, d'être capable de véhiculer verbalement l'idée d'un rapport qui est généralement assez complexe aussi demande une certaine habilité qui n'est pas donnée à tout le monde aussi. Là. Ouais, puis il y a certainement un stress relié à ça. Là, forcément, quand on se présente là, il y a tout le temps quand même un niveau de pression. On ne veut pas se planter, on va dire ça comme ça, là, parce qu'après ça, ça se peut que ça nous suive. Puis
Un autre point qui est intéressant, c'est quand vient le temps de témoigner, le travail d'équipe, ça marche moins. Généralement, on va vouloir que le rapport, il y a le moins de gens qui le signent possible, sauf que le problème, c'est que ce qui est dedans, il faut que ça soit toi qui l'aies fait. Parce que tu peux pas témoigner sur le travail de ton collègue. Là, ça devient comme des oui-dire, mettons. Là. Fait qu'ils veulent vraiment poser les questions à la personne qui a réellement effectué le travail, ce qui fait que généralement, on va avoir le moins possible de gens là, pour gérer un dossier. Puis c'est là où je reviens un petit peu à c'était un peu difficile quand on commence, là, de se voir vraiment confier la barre du projet. Puis OK, non, c'est toi qui fais le rapport d'analyse qui explique que c'est vraiment toutes tes démarches que tu as faites, etc., qui sont reliées là-dessus. Donc, on veut travailler en équipe, se faire challenger, mais on peut pas tant que ça travailler en équipe quand vient le temps d'écrire le rapport parce que sinon, ça va prendre tout le monde pour aller témoigner sur chacun son petit morceau. Là. Fait que la mécanique devient un peu difficile. Oui, mais tu parles du rapport, mais c'est aussi l'analyse qui mène au rapport qui doit être faite par la personne, parce que c'est ça que tu mentionnes, c'est celui qui va être questionné, c'est celui qui doit avoir fait l'analyse, et pas juste le rapport qui va connaître. Donc, ça existe des connaissances quand même qui sont assez vastes dans cet univers-là pour réussir à être le moins de joueurs possible. Là. Non, exactement. Puis on en revient à mon exemple un peu plus tôt, c'est par exemple un admin AWS, on va dire, qui fait une analyse sur un environnement AWS compromis. Lui, forcément, on va assez rapidement comprendre que c'est un expert là-dedans, puis ça va. Mais là, il devient, on va dire, expert en analyse. Mais après ça, si le dossier suivant, c'est quelqu'un qui a besoin de faire démontrer est-ce qu'une trame audio a été modifiée. Bon, est-ce que c'est encore un expert là maintenant ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Fait que, on vient assez rapidement en dehors de notre zone de confort parce qu'on peut être exposé à tout et n'importe quoi là, qui est dans le numérique. Là, donc, ça devient c'est intéressant. C'est là où il faut vraiment faire attention de donner un service pour lequel on est compétent. Puis de ne pas se laisser aller là, avec. On ne se laisse pas porter par le courant nécessairement. Il faut être sérieux. Ouais, c'est pas comme en consultation. Là, on est bon dans tout, puis on va tout faire. Là. Dans ce cas-ci, si on essaie de faire ça, c'est sûr qu'on va brûler aux premières expériences. Ouais, l'étape de déclaration d'expert par le juge, il risque de faire chaud là, quand ils vont lire le CV puis ils vont vous remettre en question sur vos capacités d'expert. On essaie d'éviter ça. On va dire, on essaie d'éviter de se faire refuser notre expertise quand vient le temps de témoigner. Oui, il doit faire pas mal chaud quand on n'est juste pas assez expert pour passer à ce niveau-là. Tu faisais des mentions, puis là, on va peut-être aller creuser aussi parce que tu penses qu'il y a quand même des processus, il y a quand même de l'encadrement, c'est pas simple, il y a un ordre, tout doit être respecté. Puis c'est un peu important de suivre ça parce que, tu sais, moi, je peux pas m'improviser du jour au lendemain commencer à faire ça parce que je respecterai nécessairement pas le bon processus ou la bonne façon de faire. Puis c'est sûr que je vais souiller une preuve au passage. Là. Ouais, puis ça, c'est clair que c'est la première chose qui va être retenue contre nous. Là. Si on ne respecte pas les bonnes pratiques, si on n'a pas utilisé vraiment les méthodes les plus safe possibles, dans le fond, c'est la première chose que la partie adverse va essayer de soulever, dans le fond, pour démontrer ben, finalement le résultat de notre travail n'est pas bon. On n'a pas respecté les bonnes pratiques, ce qui fait qu'on n'est pas un bon expert, finalement. Puis on est vraiment là, comme je disais un peu plus tôt, on est là pour notre crédibilité puis notre réputation. Parce que c'est quoi la différence entre un témoin ordinaire et un témoin expert? C'est que le témoin expert, il existe seulement quand le sujet qui est amené peut pas être nécessairement compris par tout le monde. On va dire le juge ou le jury. Si ils comprennent parce que c'est évident pour tout le monde, ben on va même refuser que, par exemple, un des deux parties présente un expert. Puis le juge pourrait dire j'ai pas besoin d'expert, je comprends. Donc, faut que ça prend vraiment un scénario où il y a des preuves qui sont plus complexes. Dans le fond, c'est là où on va vouloir aller chercher quelqu'un qui a la crédibilité nécessaire pour peut-être j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais lui a l'air vraiment convaincu. Fait c'est ça qui est intéressant, c'est plate à dire un petit peu, là, mais quand deux experts sont interrogés, on va dire, puis ils ont un discours un peu différent, c'est pas celui qui a raison qui gagne, c'est celui qui a convaincu le juge. Fait que, tu sais, là, on revient à être bon en communication, c'est super important parce qu'il faut que ce soit ton message qui soit le plus cru, finalement. T'sais. C'est sûr que, bien entendu, tu vas dire la vérité, puis peut-être que ta perception, peut-être tu avais tort, mais tu étais convaincu que c'était vrai au moment où tu l'as dit. Là, c'est pour ça que des fois, il y a deux personnes qui ont un avis différent. Là. Mais ça, c'est quand même important à retenir. Là, c'est celui qui a convaincu le juge qui a le plus raison.
Ouais, c'est sûr qu'elle semble le plus en maîtrise du sujet. Puis ça, c'est tous c'est des humains. Là. On est dans un contexte où on doit tous se placer dans cette situation-là. Et c'est d'où l'importance d'être capable, puis justement le volet de l'expert lui-même, puis pour la partie, en tout cas, quand on en choisit un pour aller en cours, il faut qu'on soit sûr que notre expert soit capable de justement maîtriser. Puis c'est tout le volet de, tu l'as bien représenté l'expert disons, d'un conflit au Moyen-Orient, ben, sans connaître le conflit, il est capable de faire des ponts, des hypothèses crédibles sur de l'information partielle. Puis c'est ça, tu le disais aussi, là, en forensique, on a beaucoup d'informations partielles parce que c'est impossible d'avoir une image parfaite de ce que c'est. Puis encore plus si l'attaquant est très bon, mais il va être capable d'effacer des preuves que même en forensique, on ne sera pas capable de réussir à reconstruire. Là. Ah oui, il y a des limites. Puis, tu sais, ces limites-là sont quand même accessibles sur Google. Là. Je veux dire, quelqu'un qui veut savoir comment faire pour effacer des preuves, il va en trouver beaucoup. Tu sais, il y a quand même, on est souvent capable de démontrer qu'il y a eu un effort d'effacer des preuves, ce qui est ça aussi en soi une preuve, là, tu sais, dans le sens que ça va être intéressant, mais oui, il y a moyen de se faire couper l'herbe sous le pied par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Là. Tout à fait. Puis c'est ça le travail de l'expert, d'être capable de faire des hypothèses, d'être capable de se mettre dans les souliers de la personne et de faire justement tirer le lien qui est sur les données qui manquent. Dans le processus scientifique, parce que c'est ça, tu reviens, tu es venu beaucoup sur au début, le processus scientifique, il y a toujours des aspects qui sont très importants à tenir en compte pour justement maintenir la crédibilité de la démarche. Ouais, puis tu sais, je reviens, pas mal tout le monde a écouté à un moment donné Mythbusters, là, puis il y avait une citation dans Mythbusters que je vais dire tout croche parce que je me rappelle pas mot pour mot, mais ce qu'un des deux gars disait, c'est si tu prends pas des notes, tu fais pas de la science. Tu sais, you're just fooling around. Il faut que tu prennes des notes pour que ça devienne de la science. Et ça prend tout son sens quand tu fais du forensic. Là. Il faut que tu prennes des notes de ce que tu fais tout le temps. Surtout si tu te trompes, là, tu fais une erreur, c'est encore pire. Là. Mais il faut que tu fasses il faut que tu prennes des notes. Tu sais, ça, c'est vraiment la base. Là. L'étape numéro 1, il faut y penser. Puis, il faut que tes notes soient contemporaines. Tu sais, c'est pas une feuille de temps. Tu fais pas ça le vendredi après-midi là, de prendre tes notes de ce que tu as fait la semaine. Là. Tu sais, je veux dire, faut que ça va être long. Okay, c'est plate, là, mais ça va être long. Tu sais, ça revient souvent à c'est pas des TI. Tu sais, en TI, mettons, un bon informaticien, c'est quelqu'un de paresseux qui automatise ses trucs puis qui réussit à obtenir ses résultats rapidement. En forensic, c'est pas tout à fait ça. Il faut être patient, il faut être discipliné, il faut prendre son temps. Si tu veux que ça aille vite, prends ton temps. Parce que comme ça, tu sautes pas d'étape, puis ça tourne vraiment autour de ça. Là. Oui, tout à fait. Il y a deux choses dans les notes que tu m'as présentées. C'est deux choses qui, pour moi, se rapprochent. Tu parlais un peu parce que ça prend une personnalité spécifique pour aller en forensic. Et l'autre pendant, c'est comment on fait pour débuter, qu'est-ce qui nous aide à rentrer en forensic. Les deux vont tant qu'à moi votre part, parce que si on n'a pas la personnalité, on perd notre temps parce qu'on va être triste dans cette genre d'emploi-là. Mais en même temps, il faut avoir un bagage aussi pour réussir à rentrer puis à pouvoir progresser. Non, effectivement. Puis, tu sais, on regarde aussi, parce que, tu sais, comme je disais, puis c'est encore une fois, j'essaie pas de décourager personne, là, mais tu sais, je veux dire, la quantité d'emplois en forensic, mettons, au Québec, tu sais, il y en a moins que des analystes réseau, là, tu sais, on va dire, là, tu sais, fait qu'il faut quand même être au courant. Mais tu sais, il y a certains secteurs, on va dire, qui sont plus propices, et bien entendu, les forces de l'ordre, là, il y a beaucoup d'analyse forensique qui se fait, tu sais, gouvernement, police, ce genre de trucs-là. Donc, c'est quelque chose qui est en plus super intéressant, les dossiers qui vont avoir à faire là-dedans. Fait que c'est une place où on peut regarder. Par exemple, les très grosses corporations qui vont avoir, eux, souvent, c'est des SOC déjà intégrés. Fait que là, on est en préparation de réponse aux incidents. Puis là, on va avoir des gens qui sont spécialisés vraiment en forensic dans leur milieu. Donc là, on est plus vraiment dans la préparation aux incidents. Ça, c'est intéressant parce que c'est un domaine que tu finis par connaître. Là, c'est ton environnement technologique. Fait que ça va plus vite faire ta découverte, etc. Fait que ça, c'est un autre milieu qui est aussi intéressant puis qui est encore plus axé sur la technologie. Puis un autre endroit qu'on peut regarder, c'est les firmes de consultation à sécurité. Donc là aussi, on va engager des gens pour faire du forensic parce que justement, c'est tellement une expertise qui est pas courante que les entreprises, on va dire, régulières, ils n'ont pas personne pour faire ça, puis ils vont chercher de l'aide. Là. Si on veut débuter, généralement, on va regarder les grosses équipes parce qu'il y a quand même un certain nombre de, appelons ça des lone wolves, là, des gens d'expérience qui sont devenus bons, qui ont une bonne réputation, puis qui se partent à leur compte, mais ils sont comme tout seuls.
Ça, forcément, il faut être déjà un expert reconnu là, avant de faire ça. Puis, eux, ça va être plus difficile de travailler avec eux parce que, bon, ils gèrent leur truc. Mais si on se trouve une équipe relativement volumineuse, qui a beaucoup de roulements, là, on peut quand même avoir accès à des tâches peut-être un peu moins seniors. Là. On va commencer par faire de la collecte, s'assurer de faire du travail en laboratoire pour supporter les autres qui, eux, vont nous coacher en même temps là, jusqu'à ce qu'éventuellement on ait la maturité nécessaire pour gérer notre propre dossier. Là. Je le verrais vraiment comme ça. Là. Ouais, très intéressant, mais un peu comme dans la classique en consultation, notamment, là, on va favoriser ce genre de choses-là. Puis c'est important aussi, c'est pas tous les cas qui sont judiciarisés, donc ça l'aide justement, on n'a pas besoin, les rapports deviennent moins, oui, ils doivent être challengés, ils doivent être robustes, mais quand même, n'ont pas la même intensité d'écriture, disons, et le même challenge qui est mis dessus, justement, parce que il n'y a pas de contexte adverse qui vienne justement voir tester la limite de ce qu'on a fait. Là. Non, effectivement, dans ces cas-là, on va plus vouloir des recommandations, finalement, là, à savoir pourquoi ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça n'arrive plus. Là. Notamment, ou jusqu'à quel point la fuite de données a eu lieu, ou quelques genres de problèmes qui auraient pu avoir face à ce genre de choses-là. Parce que là j'ai relativement passé à travers tes notes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas abordées, que tu avais mis dans tes notes puis que j'ai pas capté? Non, je pense que ça fait pas mal le tour. Là. On est allé un peu à la volée. Là. Je pense qu'on les a tous couverts. Parfait. Ben, c'est une très belle introduction à ce que c'est. Effectivement, comme je disais, j'espère qu'on n'a pas découragé des gens, parce qu'on a quand même besoin de gens qui sont dans ce domaine-là, qui est quand même assez pointu, mais en même temps, comme en cyber ou en général, ou même en gestion d'incidents, ou peu importe, faut pas se leurrer, là, c'est pas nécessairement plaisant, puis c'est pas agréable pour tout le monde, mais dans la mesure où on a des traits de personnalité qui sont compatibles avec ça, ben, on en a besoin, énormément de gens de Exactement. Puis c'est ça qui est un peu quasiment. Ce qui vient rendre ça difficile, c'est qu'on a besoin de gens, mais en même temps, c'est difficile de rentrer. Fait qu'il y a une espèce de conflit, on dirait, là, dans cette logique-là. Mais c'est si on aime ça, être pointilleux, puis prendre le temps de réécrire la même phrase 3 fois pour être certain que c'est bien compris, puis qu'on veut vraiment aller au fond des choses pour comprendre, ben là, on a peut-être le bon type de personnalité. Mais il faut aimer écrire. Puis si l'adolescent qui je fus jadis, là, si je lui avais dit fais attention dans tes cours de français parce que toi, plus tard, tu vas écrire des rapports pour vivre, là, je ne l'aurais pas cru. J'y aurais pas cru. Je détestais écrire quand j'étais plus jeune. Puis là, finalement, à cette heure, je le fais pour le plaisir. Là, ouais, ça aussi, j'étais un peu dans cet univers-là aussi jusqu'à mi-vingtaine, où écrire, ça m'emmerdait. Puis finalement, j'ai basculé de l'autre côté. Et maintenant, je fais des notes de gestion, comme je mentionnais, ou des éléments comme ça. C'est très drôle. Mais oui, écrire, c'est très important. Puis c'est dur de convaincre les jeunes. Mais ça, bref, surtout qu'on a réussi à convaincre quelques personnes quand même de s'intéresser au sujet puis de venir nous rejoindre. Venir te rejoindre toi plus que moi, parce que moi, je suis plus en gestion d'incidents, notamment. Et donc, je te remercie énormément pour ces informations-là, puis justement ce tour d'horizon-là de cette très belle profession. Ben, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir.